toutes et tous, bienvenue donc pour ce webinaire de scalping sur la cassure haussière qui va être présenté par Eric Lefort. Je suis Alain Weissrock, représentant la société Self-Invest. Donc ce webinaire sera dispensé alors, bien sûr par Eric Lefort, mais je serai également présent si vous avez des questions vis-à-vis de WH Self-Invest. Donc, je donne tout de suite la parole à Eric pour une présentation, pour sa présentation qu'il va nous faire, mais également pour qu'il se présente, puisque tout le monde ne le connaît peut-être pas encore forcément. Et puis voilà, donc je suis bien sûr présent et je peux intervenir de manière orale, dirons-nous. Pour votre part, vous avez un chat pour poser vos questions et Eric et moi visualisons vos remarques et vos questions. Voilà, à toi Eric. Ok, bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Eric Lefort, je suis trader en compte propre depuis la fin du siècle dernier. Ça met un coup de vieux ça. Mais donc aujourd'hui on va parler de quelque chose que je pratique un tout petit peu, mais avec un certain succès quand même, c'est-à-dire le scalping et l'utilisation de la cassure haussière dans le scalping, et puis on finira la présentation pour vous montrer ce qu'on peut faire avec la cassure haussière hors scalping. Donc ce sera assez intéressant parce que vous verrez qu'on peut monter des systèmes de trading très facilement avec cet indicateur de cassure haussière. Ah, c'est dans l'autre sens. Si je fais ça, voilà. Donc la notice de risque habituelle obligatoire, ça vous aurez le temps de la lire. Donc voilà le sommaire. On verra donc en gros le scalping contre tendance classique assez rapidement. On verra le scalping en tendance qui est à mon avis plus intéressant et plus sécurisant. Et ensuite, on s'intéressera bien sûr à la cassure haussière et au montage de systèmes de trading avec la cassure haussière. Donc il y a deux écoles pour le scalping global. La reprise d'une tendance déjà existante, qui est donc le scalping en tendance, ou le scalping contre tendance, où là on utilise essentiellement les supports et résistances. Mais dans tous les cas, il est toujours utile sur un graphe de tracer le support et résistance. Donc vous voyez ici un graphe type que je vous ai montré. C'est un graphe en 5 minutes. Donc, comment tracer les supports et résistances? Surtout, il ne faut pas tracer des tonnes de supports et résistances. Donc, pour les supports, on va s'intéresser au bas ou au haut, d'ailleurs, significatif. Ce que j'entends par support, c'est ce qui est en dessous du cours actuel. Le cours actuel est ici. Et donc, tout ce qui est en dessous sera considéré comme des supports. Tout ce qui est au-dessus, bien sûr, sera considéré comme des résistances. Donc, au niveau support, ce qui va être intéressant au niveau de cette journée exemple du 23 juillet, c'est essentiellement, vous voyez, ce support ici, qu'on voit quand même assez nettement, qui a été éclaté là d'ailleurs, et que l'on retrouve très proche de nous, en fait, sur la veille et le jour même. Donc, ce sont des supports relativement intéressants. Attention, la ligne ne semble pas exactement alignée sur les bougies. C'est normal dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'un support ou une résistance, c'est une zone, ce n'est pas un trait au sens strict du terme. Et j'ai indiqué également un autre support, vous voyez, qui correspond au support de la tendance qui a lieu ici et à une résistance ici qui a été cassée, mais sur laquelle on est revenu buter avant de casser pour aller vers le bas. Donc je ne veux pas m'amuser à tracer une tonne de supports, j'en trace le moins possible ceux qui semblent vraiment significatifs. Donc vous voyez ici, hein, c'est un grossissement de l'image pour vous montrer que le support, c'est une zone. On est ici, donc ça c'est un support. C'est une zone en fait sur laquelle vous retrouvez 1, 2, 3 impacts, 4 même si on compte celui-ci, relativement significatifs et surtout récents. Au niveau des résistances, donc toujours là, on va détecter les sommets et les bas aussi significatifs. Donc la première résistance que l'on trouve quand on est à ce niveau-là,
c'est celle qui était indiquée ici et que l'on retrouve là, là et là. Donc vous voyez cette zone-là, en dessous de 15 700, était vraiment considérée comme peut vraiment être considérée comme un niveau clé en fait. Et puis on a aussi le sommet, le dernier sommet en fait, 15 800, qui serait éventuellement un objectif si la journée est particulièrement haussière. Donc voilà ce que ça donne un petit peu grossi, mais je crois que vous voyez de toute façon très bien sur la dia précédente. Voilà. Ensuite, éventuellement, on passe sur une unité de temps plus petite. Ici, je suis passé donc sur le 1 minute, qui va être pour le scalping notre unité de temps d'intervention. Donc là, effectivement, on regarde sur la journée, on ne va pas chercher plus loin, hein. On regarde sur la journée s'il y a eu des niveaux relativement significatifs. Et effectivement, on voit que, vous voyez, ce niveau ici se retrouve là, là c'est un impact, là la partie baissière est venue impacter ici, on est revenu dessus avant de commencer à repartir. Là, au-dessus, par contre, là, j'aurais pu éventuellement tracer à ce niveau-là un niveau de résistance, mais on est en plein dessus, ça m'aurait pas avancé à grand-chose, hein. Enfin, là, au niveau de résistance, vous voulez 1, 2 impacts. Ici, on est passé, on a essayé de se maintenir au-dessus, on n'a pas réussi. Là, il y a un phénomène d'action-réaction ici, c'est-à-dire qu'on a essayé de passer, on a été repoussé, puis on est revenu pour enfin passer. Et là, j'ai indiqué donc le plus haut atteint pendant la journée, qui peut toujours être une zone de résistance importante. Ensuite, il serait intéressant d'utiliser éventuellement des indicateurs de tendance, surtout quand on travaille sur du scalping en tendance. Alors, ce que j'utilise personnellement pour une tendance profonde, c'est le Mogalef Trend Filter que vous retrouvez ici. Je vous expliquerai comment il fonctionne, enfin comment on le lit plus exactement, pas comment il fonctionne, ce serait trop long. Pour une tendance moyenne, je dirais, là moi j'utilise une MM30 et non pas une MM20. Une MM30 qui va nous donner un petit peu plus de largeur par rapport à l'évolution des cours. Donc par contre une MM20 me ferait trop de cassure en fait de cette MM. Et serait plus difficile à interpréter. Une MM30 ça va relativement bien presque quelle que soit l'unité de temps. Et pour une tendance rapide, on va utiliser la MACD P histogramme. Alors, j'ai oublié le P ici. MACD PH. Vous voyez, ça c'est un indicateur sur la nano. Vous tapez simplement ouvrir un indicateur MACD PH et vous tomberez dessus. Vous l'aurez directement. Alors ça va être intéressant pour prendre en fait les retournements quand ils apparaissent. Par exemple, ici, on a, vous voyez, un retournement. On n'utilisera pas les couleurs, la hauteur par rapport à la ligne de zéro ou quoi que ce soit. Ce qui va nous intéresser, ce sont les retournements en fait de cette MACD-PH, qui est une MACD histogramme, hein. Donc là, vous voyez, il y a des retournements qui sont simultanés avec les cours. C'est assez synchro. Je l'ai laissé avec les paramètres de base qui sont 12, 26, 9. C'est-à-dire que c'est un MACD calculé à partir des moyennes mobiles 12, 26 avec une moyenne de la MACD de 9. Ça, on s'en fiche en fait, hein. Donc c'est 12 et 26 qui sont importants, les deux moyennes mobiles qui sont utilisées pour la MACD. Alors, rapidement, l'utilisation du Mogalef Trend Filter, qui est un indicateur de tendance assez puissant, puisque ce n'est pas un indicateur à interrupteur. C'est-à-dire, ce n'est pas un indicateur qui vous dit c'est haussier, c'est baissier. Donc, c'est pas, si vous voulez, comme une moyenne mobile où on dit c'est au-dessus, c'est en dessous. Là, vous avez 8 niveaux, en fait, que vous retrouvez ici. Donc, les niveaux 1 et 2 signifient une tendance baissière. Le niveau 3, 4 signifie un range. Donc là, vous avez une notion de range qui intervient. C'est un indicateur de tendance qui est capable de détecter les ranges. Et puis, là, on passe directement à une valeur de 7, 8.
7-8, ça veut dire que nous avons une dominante haussière dans la tendance. Donc, vous voyez, l'indicateur est capable de rester là et de tenir jusqu'à la fin de la tendance. Alors, il est devenu haussier à partir de là. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, alors que l'on vient à peine de casser le haut du range, la petite résistance que l'on voit ici, l'indicateur immédiatement, pratiquement, alors c'est pas toujours le cas, hein, quelquefois il y a un décalage en retard ou en avance. Et donc l'indicateur est passé à 7-8, ce qui signifie qu'il détecte qu'il y a une tendance haussière, une dominante haussière, plus exactement une dominante haussière à la poussée, puisque c'est un indicateur qui examine non pas les cours, mais la structure des bougies dans les cours, pour essayer de comprendre dans quel sens est la poussée. Est-ce que c'est une poussée haussière, est-ce que c'est une poussée baissière, ou est-ce que c'est à peu près équivalent entre les deux. Donc voilà, vous voyez, 1 et 2 pour une dominante baissière, 3 et 4 pour une dominante de range légèrement baissier, 5, 6 pour une dominante de range haussier, et 7, 8 pour une dominante franchement haussière. Ensuite, la moyenne mobile, bon, on l'utilise de façon tout à fait classique, donc la MM30 ici. Donc on considère que les cours sont plutôt haussiers quand ils sont au-dessus de la moyenne, on considère qu'ils sont plutôt baissiers quand ils sont en dessous de la moyenne. Donc c'est tout à fait classique ça comme interprétation. Maintenant, la MACD-PH, qui est une MACD histogramme, hein, je vous rappelle, là en fait, vous voyez sur la MACD-PH, sur l'indicateur, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est en rose ou vert, c'est ça la MACD-PH, et les deux lignes qui sont là, c'est la MACD, tout simplement. Hein. Mais là, on ne va pas s'en servir parce qu'il faut être extrêmement réactif, et si on se servait de la MACD, on serait très en retard pratiquement surtout si on se servait des croisements ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir non pas la MACD, mais l'accélération de cette MACD. Est-ce que l'accélération augmente, l'accélération baissière ici, par exemple, ou est-ce qu'elle ralentit donc, et on passe sur une probabilité, si le ralentissement se poursuit, on passe sur une probabilité de montée des cours, c'est-à-dire d'inversion des cours. Accélération ou ralentissement. Alors, le scalping contre tendance. Donc là, on va utiliser quasi exclusivement les supports et résistances, et souvent avec des objectifs très courts, de moins de 10 points, de 5-6 points éventuellement. Vous voyez, c'est ainsi qu'on travaille sur le scalping contre tendance. On ne va pas chercher des mouvements très importants. Donc voilà, ici, vous voyez l'ensemble des supports et résistances que j'ai tracés. Là, en fait, j'ai l'habitude de mettre en gras celles qui me semblent relativement importantes et en plus fin celles qui me semblent moins importantes, hein, qui me semblent moins judicieuses en fait. Donc si on grossit un petit peu pour vous donner une idée, vous avez des possibilités de scalping. Alors, on est contre tendance, donc on s'en fiche de la tendance, on s'en fiche de la moyenne mobile, on s'en fiche du Mogalef Trend Filter. Quand on est contre tendance, on va utiliser uniquement support, résistance et retournement, accélération. Donc là, c'est quelque chose de assez marquant. Vous voyez, on a ce retournement haussier de l'accélération de la MACD-PH qui correspond à ce groupe de bougies ici et qui va nous permettre de prendre à peu près 10 points. Bon, si on a de la chance et si on veut, on prend 20 points, d'accord, mais quand on est en contre-tendance, on ne cherche pas à prendre 20 points en principe. Hein. On cherche à prendre, je vous dis, 6-7 points, c'est bien. Là, c'est pareil, on arrive sur un support résistant, donc on va guetter en fait au moment où on arrive sur le support résistance, ou bien on achète directement le support ici, ou bien on attend le retournement de la MACD-PH. Alors les deux tactiques sont pas mal, je dirais. Acheter directement le support, ça permet d'intervenir beaucoup plus rapidement, d'être prêt et surtout, la plupart du temps, d'acheter un peu plus bas. Ici, on est dans le sens des achats on est contre tendance. Hein. Donc d'acheter un petit peu plus bas, on achète le support ou la résistance et ça permet également d'acheter à un cours donné, c'est-à-dire de ne pas être victime du spread. On sait
à quel cours on va acheter et on sait à quel cours on va vendre puisqu'on a un objectif donné de 6-7 points. Donc là, si on achète directement le support à la résistance, on arrive à prendre ces 6-7 points. Là, si on achète directement sur le support à la résistance, on arrive à les prendre aussi et on arrive à les prendre éventuellement plusieurs fois. Sauf que la dernière fois, ça va tellement bas qu'on va être stoppé. Donc c'est le danger en fait essentiel du scalping en contre-tendance, c'est-à-dire que le marché est assez vicieux. Il ne se comporte pas comme, il ne voit pas la ligne de support-résistance comme je vous l'avais indiqué. Ce qu'il voit en fait, c'est la zone. Donc, voilà un exemple un petit peu grossi, vous voyez, donc d'arriver sur une zone support. Sur ces zones support, on y arrive ici. Là, on ne peut pas acheter strictement sur le support qui a été tracé. Dans ce cas, on se sert de retournement ici de la MACD histogramme qui nous donne deux points d'entrée. Un premier ici qui sera probablement voué à l'échec. Par contre, donc qui sera à stopper ou que vous abandonnerez, je ne sais pas. Ça dépend d'où vous mettez votre stop toujours. Si vous le mettez le stop trop près, c'est-à-dire à 5 points, vous serez stoppé. Si vous mettez le stop à 10 points, vous ne serez pas stoppé. Là, mettons que vous soyez stoppé. Donc là, vous avez encore un autre retournement, vous voyez. Hop, retournement qui vous permet d'intervenir à ce niveau. Donc au niveau des 70 et d'aller chercher les 80. Donc là, vous êtes dans votre range pour aller chercher les 6-7 points. Ici, pareil, vous voyez, on a plusieurs. Là, par contre, on a la possibilité d'acheter sur support ou résistance. Alors, si on achète sur support ou résistance, on va acheter ici. Si on est stoppé, si on stoppe trop près, on sera stoppé. Mais si on stoppe à un niveau correct, c'est-à-dire 5-6 points pareil, là, on ne sera pas stoppé et on ira chercher les 5-6 points plus tard. Si on attend le retournement de la MACD histogramme, on va acheter en fait sur cette bougie, à la fin de la bougie, à ce niveau-là. Et là encore, on a le temps d'aller chercher 6-7 points, mais vous voyez pas plus. Hein. Il ne faut pas aller chercher des grosses tendances, enfin des grands mouvements. Il y a certaines fois, il y aurait des grands mouvements, mais il ne faut pas aller les chercher dans la mesure où là, vous êtes contre-tendance. Ici, la même chose. Si vous attendez le retournement de la MACD histogramme, qui indique le retournement de l'accélération en fait de la MACD, eh bien, vous achetez à la clôture de cette bougie-là, ou l'ouverture de celle-là, c'est pareil, et vous avez vos 6-7 points qui sont directement dans la bougie. Là, par contre, sur cette bougie ici, là, on n'achète pas si on se fie à la MACD histogramme. On n'achète pas puisqu'il n'y a pas de retournement. On a quelque chose de relativement linéaire et on ne sait pas dans ce cas si on est proche de la fin du mouvement ou pas. Dans le doute, on n'y va pas. Parce qu'on essaye de rentrer quasiment au début du mouvement et on se fie à l'accélération pour ça. Donc les pièges à éviter, c'est de ne pas savoir attendre. C'est attendre, il faut, pour le scalping comme pour le reste du trading d'ailleurs, il faut savoir attendre le bon moment, d'avoir tous les éléments en votre faveur, ou quasiment tous les éléments en votre faveur. Alors ça nécessite beaucoup de patience, puisque à chaque fois qu'on est devant le graphe, on n'a qu'une idée, c'est rentrer pour profiter de toutes les variations qu'on est en train de voir. Non, la patience fait partie de la qualité des traders. On attend vraiment le moment idéal, ou qu'on considère comme idéal, où toutes les conditions sont réunies. Placer un stop loss trop près, erreur classique. On se dit, je fais du scalping, donc je vise 7 points, mais je mets mon stop à 2 points. Perte garantie à terme. Tracer trop de support à résistance, oui, parce que vous serez d'une part, vous serez sans arrêt en train d'intervenir, donc vous faites l'overtrading s'il y a trop de support à résistance, et d'autre part, vous ne saurez plus ce qui est vraiment important, et vous allez perdre confiance en vous si vous tracez trop de support et résistance. Alors, une petite aide à la sélection. On a vu le Mogalef Trend Filter. Si vous pouvez utiliser aussi le Mogalef Trend Filter pour sélectionner vos points d'entrée.
C'est-à-dire que attendre que le Mogalef Trend Filter donne un chiffre pair de 4, 6, 8 si vous pensez acheter, ou un chiffre impair 1, 3, 5, 7 si vous pensez vendre. Ça, c'est un petit repère, ça vous indiquera que la poussée en fait de la dernière bougie est dans votre sens si vous achetez, et donc avec un chiffre pair et chiffre impair, la poussée sera dans votre sens si vous vendez. Vous serez la poussée très récente, voyez. Maintenant, on va parler aussi du scalping en tendance, qui va reposer sur les mêmes critères, mais là, essentiellement, par contre, sur la MACD histogramme. Et on utilise également en filtre le Mogalef Trend Filter et la moyenne mobile 30. Donc là, je vous ai entouré des exemples en fait de points d'entrée. Vous voyez, ça correspond à un retournement qui est ici. On est au-dessus de la MM30. C'est le premier retournement ou le deuxième. Non, ça, c'est pas un retournement. Donc ici, c'est le premier retournement qui a lieu alors qu'on est au-dessus de la MM30, alors que le Mogalef Trend Filter indique une tendance haussière et non plus un range. Et donc ça vous permet d'intervenir ici et de profiter de cette petite partie de montée. On ne va pas chercher non plus trop loin. Alors, sur le scalping en tendance, on verra qu'on peut aller fractionner en fait ces trades. D'une part, en allant chercher un trade rapide avec un objectif proche et éventuellement un objectif un peu moins proche si jamais on tombe sur une tendance intéressante, plus grande. Ici, par exemple, vous voyez, on est passé en dessous de la MM30, on a une résistance au-dessus, on a un petit support ici, et on attend gentiment que la MACD histogramme se retourne à la baisse pour avoir, là ils indiquent un range, on est en range d'après le Mogalef Trend Filter, donc il se retourne à la baisse, le Mogalef Trend Filter à la bougie d'après va passer baissier, donc là vous aurez vraiment une confirmation, et carrément baissier, et vous avez possibilité donc de vendre d'après le timing au niveau de la cassure, c'est-à-dire cette bougie ou celle-là, la petite qui est sur le support ou même celle qui est juste après. Donc là, vous avez l'indication forte à ce niveau-là. Vous avez d'autres niveaux éventuels de retournement baissier qui peuvent être pris en compte ici, vous voyez, avec un retournement baissier ici qui correspond à cette entrée et un retournement ici qui va correspondre à cette entrée-là. Vous voyez que sur ce type de mouvement, on peut effectivement envisager de garder une deuxième position sur, là actuellement sur le DAX, sur 20-30 points. Mais on est là on rentre en fait dans l'intraday, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du scalping et de l'intraday. Donc voilà la partie grossie que vous avez ici, donc pour voir un petit peu mieux par rapport à la dia précédente. Donc vous voyez le retournement ici de la STPMT, là on est en range, tout de suite après, paf, on passe baissier sur l'NTF, mais on n'était pas aussi, on était en range, ce qui est tout à fait le cas, effectivement, on est en range depuis ici, vous voyez là, le Mogalef Trend Filter, là il indique le range, là il indique tendance haussière, à partir de là, on reste en tendance haussière, et à partir d'ici, il indique range. Il indique range jusque là, et là il indique tendance baissière. C'est un indicateur qui est quand même un indicateur de tendance qui est assez pointu et meilleur entre guillemets que les autres, dans le sens où il peut indiquer des valeurs de range, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des indicateurs de tendance. Et là, vous avez les deux retournements dont je vous ai parlé, avec les deux possibilités de vente. Alors, il est également possible, ça c'est le trading standard qu'on vient de voir, avec juste les indicateurs de tendance, les supports résistance pour savoir où on est, et le MACD histogramme pour essayer d'avoir un timing d'entrée au moment où les cours, l'accélération sur les cours a tendance à se retourner en fait. Alors on peut éventuellement simplifier les décisions en ajoutant en fait l'indicateur de cassure haussière, c'est-à-dire que on va à la fois utiliser la cassure haussière et
le retournement de MACD histogramme. Alors, l'avantage, c'est que ça simplifie la décision, ça limite les tracés de support à résistance. Limite, on s'en fiche pas, mais ils sont plus informatifs qu'autre chose. L'autre avantage, c'est que l'entrée peut être automatisée. Alors, c'est un navigateur standard hein, sur la NanoTrader. J'allais dire Future Station, NanoTrader. Donc, l'entrée peut être automatisée. Alors, c'est surtout si vous avez du mal à appuyer sur le bouton, parce que j'ai connu beaucoup de traders lors des formations que je donnais jusqu'à il y a 5 ans à peu près. Donc, beaucoup de traders qui voyaient les choses, mais au moment d'entrer, ils ne savaient pas trop, ils attendaient ce qu'ils appelaient une confirmation. Et au moment où ils avaient la confirmation, ils se disaient bah, c'est trop tard pour rentrer. Donc, c'est comme ça qu'on gâche en fait les possibilités de trade. Donc, l'avantage de la cassure haussière, c'est que vous pouvez éventuellement automatiser ces entrées et ensuite gérer le trade par vous-même ou automatiser éventuellement les sorties, mais là, c'est plus difficile. Et l'autre avantage important, c'est qu'on limite le nombre de trades. Donc, on évite l'overtrading. Pour ce type de trading, de scalping, on va utiliser donc les indicateurs qu'on vient de voir directement, surtout la MACD histogramme et les indicateurs de tendance, et on entre en général dans le sens de la tendance ou presque dans la tendance, si vous voulez, en limite éventuellement de tendance. Donc le principe de base, on rentre s'il y a une cassure haussière, on rentre si le cours est supérieur à la MM30 ou au niveau de la MM30 à peu près, si le Mogalef Trend Filter est supérieur à 5, éventuellement on regarde sur le 5 minutes, c'est-à-dire que là je parle d'un graphe en 1 minute, hein, le graphe de travail qu'on va avoir. Il peut être éventuellement intéressant d'avoir le graphe en 5 minutes derrière, puisque si le Mogalef Trend Filter vous indique range sur le 1 minute, mais qu'il est haussier sur le 5 minutes, vous savez que derrière, la tendance plus importante est plutôt haussière, donc vous avez intérêt dans ce cas à tenir compte de ce Mogalef Trend Filter sur le 5 minutes. Donc ça vous oblige à avoir deux graphes ouverts, un sur le 1 minute, un sur le 5 minutes. Et on va rentrer, en fait, si la MACD, ici on entre, comme c'est la cassure haussière, on ne va rentrer que à l'achat. On ne va pas faire de vente avec la cassure haussière, bien sûr. Donc on rentre si la MACD est descendante lors de la bougie précédente ou bien vient juste de se retourner à la hausse lors de la bougie précédente. On va voir ça. Hein. Donc voilà le principe global. Vous voyez, donc on a ici l'indicateur de cassure haussière fait une chose très simple en fait. Il cherche les sommets récents. S'il trouve deux sommets qui sont conformes, donc il trace la ligne entre les deux sommets et à partir de la bougie suivante, il trace une prolongation. Et c'est quand cette prolongation est cassée qu'intervient le signal de cassure haussière, donc le signal d'achat. Alors là, on voit que le signal en question intervient en simultané avec le retournement haussier de la MACD PH. Donc là, c'est un signal très correct, parfait à prendre. Ici, vous avez effectivement un retournement haussier de la MACD PH et une cassure, mais ça ne donne pas grand-chose derrière. Vous avez les cours qui vasouillent dans 5 points derrière. Et puis, donc là, éventuellement, si vous avez stoppé votre stop si vous avez mis votre stop trop près, vous serez stoppé. Si vous avez mis votre stop à 6-7 points, là, vous ne serez pas stoppé. Mais il vous reste encore cette possibilité derrière, avec le retournement ici de la MACD histogramme, pareil, toujours le Mogalef Trend Filter qui indique que la tendance est fortement haussière, enfin est haussière, la poussée est haussière plus exactement, et ça vous donne une possibilité d'entrer donc sur la cassure au niveau de ma flèche ici, et pour aller chercher tranquillement une dizaine de points derrière. Vous voyez, donc ça limite le nombre de trades parce que dans les retournements haussiers de MACD, on en avait ici, on en avait là, on en a ici, bon, on l'a utilisé. Donc vous voyez,
ça limite quand même, ça nous permet de ne prendre que les moments où la MACD-pH effectivement indique que l'accélération des cours va en notre faveur et qu'il y a une cassure au niveau des cours entre les lignes, les lignes reliant des sommets. Voilà ici un autre exemple. Donc, à savoir, est-ce qu'on prend cette cassure haussière, par exemple? Alors, vous êtes au-dessus de la MM30, il y a une cassure haussière, ici, sur cette bougie. Hein. Maintenant, où en est-on? Vous voyez, l'indicateur de cassure haussière est ici. Où en est-on au niveau de la MACD-pH? On en est là. On en est là, ça veut dire qu'il n'y a pas de retournement à cet endroit-là. Le dernier retournement qui s'est produit, c'était ici. Donc, une bonne partie du mouvement, il est possible qu'une bonne partie du mouvement soit déjà effectuée. Donc, et ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les cours eux-mêmes, hein, donc il n'y a pas de signal puisque nous n'avons pas le retournement de MACD-pH. Il aurait fallu qu'il y ait retournement ici, par exemple. Retournement et cassure, bien sûr, ici. Donc là, effectivement, on aurait pu prendre ce retournement. Mais là, non, on va attendre calmement. Ici, c'est un petit peu pareil. On a la cassure haussière de cette ligne ici, mais on n'a pas, ça fait un peu longtemps. Alors attendez, parce que là, il faut que je regarde un petit peu précisément. Donc là, ça fait une bougie, deux bougies, trois bougies. Ben, si finalement, celui-là est prenable, autant pour moi. Puisqu'on est très récemment, une bougie avant, en fait, on a eu le retournement, puis on a la cassure, et derrière, on a éventuellement un signal d'achat qui est promenable. Ici, on a une cassure aussi, hein, mais vous voyez que ça fait aussi quelques temps qu'on a eu, ça fait par contre trop longtemps qu'on a eu le retournement haussier, ça fait plus d'une bougie. Donc, prudent de ne pas prendre ce type de mouvement, d'autant plus qu'on rentre en plus dans des horaires qui sont assez vasouillards, hein, quelquefois. Voilà, ici encore un autre exemple sur le FDAX. Alors, ici, donc on vient de tomber sur ce retournement-là qui a eu lieu. On a une cassure. Alors là, le trait a disparu. Le trait qui reliait ce sommet et ce sommet a disparu parce qu'il y en a un autre qui s'est inséré au-dessus. Mais par contre, la prolongation existe toujours. C'est-à-dire qu'en direct, vous auriez vu le trait noir ici et la prolongation. C'est simplement après qu'au moment où se trace la suivante, étant donné que c'est au même niveau de bougie, en fait, c'est à partir de la même bougie, donc celui-là s'efface et en direct, vous n'avez plus que celui-là. Donc ça, c'est pour permettre une lecture plus facile des cassures. Sinon, vous avez quelquefois des lignes un petit peu partout. Seule la prolongation reste. Eric, je me permets de t'interrompre une seconde. Il y a quelques questions qui s'accumulent dans la fenêtre. Est-ce que tu les as vues? Non. Non, la fenêtre est à 1 mètre de moi. D'accord. Alors, je vais les reprendre et je les effacerai au fur et à mesure. Est-ce que cela fonctionne sur les CFD? Oui, bien sûr, on peut l'utiliser sur les CFD, oui. Quelles sont les bougies utilisées? Posées à 18 heures. Donc, je pense que c'est par rapport à un slide récent. Bah, ce sont les bougies standards, hein, les chandeliers japonais standards. Et c'est du 1 minute pour l'unité d'intervention. La position est prise à la cassure ou à la clôture de la bougie? Alors normalement, c'est à la clôture de la bougie. Il y a possibilité de prendre la position à la cassure. On verra ça un petit peu plus tard sur une dia. Quel réglage du Mogalef Trend Filter utilisez-vous pour le Dungeons, pour le futur Dungeons? Pareil, 1,90, 150. Ça, c'est un réglage quasiment standard qui fonctionne à peu près sur toutes les unités de temps. On peut éventuellement le peaufiner un petit peu si on voit qu'il a du retard ou qu'il a trop d'avance. On peut le peaufiner en augmentant ou en diminuant 90 et 150. Le 1, en principe, on n'y touche pas. Le 1, c'est parce que c'est la poussée de la dernière bougie. Et c'est ça qui nous indique. C'est la différence entre 7 et 8. 7, on est dans une tendance haussière. Et la dernière bougie a une poussée haussière.
non, pardon, la dernière bougie n'a pas de poussée haussière. Et 8, on est toujours dans cette même tendance haussière, mais la dernière bougie a une poussée haussière. Donc ça concerne la Alors, dernière bougie, c'est une information ponctuelle. encore deux petites questions. Quand on démarre le DAX à 8 heures, on prend donc les supports de la veille. Oui, oui, on peut, enfin ça dépend où on ouvre, hein, bien sûr. Si on ouvre en dehors de la veille, ça sera difficile. Si on ouvre en dehors de la veille, on s'occupe pas, on attend un peu. Si on D'accord. ouvre effectivement dans le range de la veille, on peut se baser dans un premier temps sur les résistances de la veille. C'est ce qu'on a vu aux premières DA. Et enfin, dernière question pour l'instant. Le thème est bien scalping, mais est-ce que cette méthode est fiable sur des UT plus longues, 5 ou 10 minutes, pour chercher plus de points? La réponse est oui. Voilà, bon, ben, c'est Et terminé pour moi, on pour les verra ça questions. en fait lors de l'exposition de ce qu'on peut faire avec la cassure haussière en fin de webinaire. OK? OK? Ok, Bien. merci Eric. Ben, je te laisse poursuivre, bien sûr. D'accord. Euh, donc là, bah, vous avez un exemple typique, donc je ne vais pas trop m'apesantir dessus parce que je préfère enfin, j'ai une limite de temps et je préfère qu'on aille plutôt aux questions. Ici, par exemple, là, vous avez un signal, vous voyez, qui ne va rien donner finalement, puisqu'on va perdre 5-6 points, et donc là, il est possible qu'on soit stoppé, puisque là, on est à 6, 7, 7, et on descend jusqu'à 3, 2. Ouais, non, si vous mettez encore votre stop à 6-7 points, là, vous n'êtes pas stoppé, vous en profitez. Si vous le mettez plus près, vous serez stoppé. Là aussi, retournement, vous voyez, tendance haussière ici, et on a une possibilité d'aller chercher les 6-7 points qu'on doit chercher en scalping. Là, pareil, alors là, c'est intéressant, l'ensemble, en fait, qu'on va voir, parce que ici, bon, vous avez quand même une cassure, en fait, en tendance haussière, mais on ne la prend pas. Alors, je vous laisse réfléchir 2 secondes pour voir pourquoi on ne la prend pas. Hop, ça y est, vous avez réfléchi, vous avez vu ici que c'était entouré, donc c'était pas difficile à trouver. On n'apprend pas parce qu'il n'y a pas de retournement. Le dernier retournement est très ancien au moment où on a la cassure. Donc on est à ce niveau-là, et comme le retournement est très ancien et qu'on est en scalping, on va pas, sur le 1 minute, on va pas s'amuser à prendre un mouvement qui est déjà en cours depuis longtemps. C'est pour ça qu'on utilise le retournement de la MACD histogramme pour pouvoir intervenir vite, mais ne pas intervenir si la tendance a déjà été exploitée, en fait. La poussée a déjà été exploitée. Là, c'est pour vous montrer. Là, on prend pas parce que même si le mouvement derrière est important, on se dit dommage, j'ai pas pris. Mais oui, on n'a pas pris. Mais probablement ici, j'ai grossi un peu trop, je pense. Il n'y a pas de retournement haussier, ou peut-être qu'il y a un retournement haussier, mais il est très haut. Mais surtout, on est en dessous du MM30, en plus descendante. Donc, on ne va pas s'amuser trop à passer acheteur et à miser sur le retournement. Bon, manque de bol, le retournement a lieu. Mais là, non, on ne prend pas. Parce que vraiment, on est sur une tendance marquée à la baisse, c'est pas la peine. On est en dessous de la MM30. Là, par contre, on repasse au-dessus de la MM30. On regarde nos petits retournements. On a un retournement ici, en simultané avec la cassure, et on a derrière 10-15 points. Donc, on a le temps de prendre nos 6-7 points. Là, pareil, on a une cassure. On regarde, on a un retournement qui a lieu en simultané. Ouais. Donc, possibilité de prendre ici. Pareil, attention, le stop pas à 2 points, parce que derrière, ça vasouille un peu avant de partir et qu'on profite un petit peu de la montée. Donc, sélectionnez vos trades. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne faites pas. Là, pareil, hein, je vous montre celui-ci, on ne prend pas, on est en dessous. Celui-là, cette cassure-là, pareil, on ne la prend pas parce qu'il n'y a pas de retournement. On est sur une tendance qui est déjà en cours depuis un certain temps. On a tort, entre guillemets, parce que l'objectif semble atteint,
Mais attention, là, si on entre à ce niveau-là, ça veut dire qu'il faudrait stopper en dessous de ce qui s'est produit après, ce qui ne va pas être le cas. Si vous stoppez à 6-7 points, vous allez être stoppé. Donc l'indication finalement donnée par la MACD est intéressante. Alors ici, pourquoi ici? En fait, ça c'est une question que je vous pose. Les 4 premiers signaux de cassure ne sont-ils pas pris? Pardon. Je vous laisse 2 secondes pour regarder un petit peu. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser plus parce que je suis limité par le temps. Mais vous aurez possibilité de récupérer le PowerPoint de la présentation donc, et de le retrouver et de repasser cette présentation, augmentée d'ailleurs, et de le faire tranquillement chez vous. Donc là, on ne le prend pas, toujours à cause de la MACD histogramme. Là, on s'est retourné depuis trop de temps. Vous voyez, la cassure est ici, ça tombe là. Hein, on s'est retourné depuis trop de temps, on ne prend pas. Par contre, là, on le prend puisqu'on est vraiment sur le retournement. En plus, c'est une cassure horizontale, c'est une cassure de support qui est à venir. L'intéressant, c'est qu'avec ce système, vous avez la cassure ici qui est indiquée, vous avez le retournement MACD, vous avez une MM30 qui est visiblement ascendante, donc il est possible que vous soyez sur un bon mouvement, et vous prenez la position, non pas ici, au moment de la cassure complète, mais ici, en fin de bougie ou en début de bougie suivante ici. Hein. Donc c'est ça l'intérêt, c'est qu'on a une prise de position assez rapide et une sortie assez rapide. Alors les stops et objectifs, c'est quand même un point important. En scalping, il ne faut pas oublier que le spread et les frais sont relativement importants par rapport aux bénéfices que vous tirez de chaque trade. Donc il ne faut pas viser des objectifs trop proches, du genre je prends 2 points et je m'en vais. Vous aurez un fort pourcentage de réussite, et encore, pardon. Mais moi, personnellement, je privilégie 2 objectifs en tendance. Hein. L'un à 7-8 points et l'autre à 14 à 30 points suivant la volatilité. Même éventuellement à 14 et à 30 points. Et ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est couvrir la position dès que le premier objectif est atteint. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à un gain de 7-8 points, on sort évidemment d'une partie de la position et on couvre, c'est-à-dire qu'on remonte le stop au-dessus du point d'entrée. Donc on ne peut plus perdre sur les autres. Alors si possible, par contre, il est intéressant également de rentrer en 2 fois. C'est-à-dire que vous rentrez sur le signal, ça se passe bien, vous gardez votre objectif du signal et vous renforcez dès que ça part dans le sens du signal, en fait, donc dans le sens de la hausse. Donc c'est-à-dire que vous renforcez 3-4 points au-dessus. Et vous aurez comme ça une sortie en plusieurs temps, en 2 temps. Alors c'est toujours intéressant et d'avoir une entrée multiple et une sortie multiple. Même si ça semble difficile à faire, c'est ce qui est le plus sécurisant au niveau gestion de position. En contre-tendance, l'objectif sera un petit peu plus proche, donc 5-6 points. On peut aussi utiliser comme objectif ou comme stop l'ATR, entre 1 ATR et 2 à 3 ATR. Surtout le stop, j'insiste, ne doit pas être trop proche, donc le fixer entre 1 et 2 ATR est raisonnable, un ATR sur 25 bougies, ou à 10 points par exemple. Bon, si vous êtes un peu frileux, c'est pas grave, vous le mettez à 8 points, 7-8 points comme on a dit. Le money management, alors ça c'est aussi important, vous aurez une possibilité de voir sur Paris une conférence sur le money management qui sera donnée par Benoît Fernandez à la suite d'une conférence que je donnerai moi-même et où il vous expliquera le money management de façon vraiment très détaillée, money management et gestion de position. Donc il est conseillé de ne pas dépasser une exposition de 0,8%, ça c'est mon conseil, hein. Vous faites bien sûr comme vous voulez, soit par exemple 80 € pour un compte CFD de 10 000 €. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, ça veut dire qu'il ne faut pas charger sur le levier. Évitez de charger sur le levier surtout. Il est plus intéressant d'avoir des gains modestes mais réguliers plutôt que des gros gains de temps en temps et des grosses pertes.
En plus, ça vous donne beaucoup plus confiance quand vous avez des gains réguliers, même s'ils ne sont pas énormes, que si vous avez un coup un gros gain, vous êtes très content, et un coup une grosse perte, vous êtes complètement désarçonné. Je regarde combien de temps il me reste. Donc, signal cassure haussière, donc c'est très aisé de monter un signal de trading avec le signal de cassure haussière, donc sur des unités de temps, cette fois supérieures, en y ajoutant bien sûr un filtre de tendance. Donc, on va chercher uniquement des morceaux haussiers des cours. Alors, les paramètres de cet indicateur, l'indicateur de cassure haussière qui est disponible sur la NanoTrader en standard, les paramètres de cet indicateur donc sont assez longs à décrire. Il est intéressant de les connaître dans la mesure où ce sont les mêmes que pour les cassures baissières, par exemple, les triangles, la détection de triangles automatiques ou la détection de biseaux automatiques. Maintenant, on ne va pas faire ça directement, mais vous retrouverez sur le PDF, en fait, où retrouver la cassure haussière bullish breakout, qui s'appelle bullish breakout, ou bien si vous avez les indicateurs Mogilev, si vous avez pris les indicateurs Mogilev dans la nano, vous avez tout ça, hein, toutes les divergences, les détections de triangles, machin, etc. Donc vous pouvez, si vous l'avez, le retrouver ici, c'est le bullish breakout, ou bien dans les indicateurs gratuits, vous voyez, c'est dans WHS signal component, c'est moi, bullish breakout line, donc c'est un indicateur que j'ai donné à WHS, hein, donc qui est en accès libre. Ils ont appelé ça signal bullish breakout line. Pourquoi faire simple? Donc là, ça c'est une partie que je vais passer. C'est une partie qui vous décrit l'ensemble des paramètres possibles pour tracer en fait les cassures. Donc on peut intervenir, en gros pour vous donner une idée, on peut intervenir sur l'espace entre les sommets. On peut intervenir sur l'inclinaison, c'est-à-dire limiter à une certaine inclinaison et pas trop incliné. On peut intervenir sur la distance maximum entre deux sommets, je l'ai peut-être déjà dit ça. On peut différer l'entrée éventuellement, donc ce sont tous ces paramètres qui sont là. Ça commence à SMOS et jusque là. Le reste, ce sont des paramètres de confort, je dirais. On vous envoie un mail s'il y a un signal, on joue un son s'il y a un signal, ou on vous met un petit message box s'il y a un signal. Donc ça, vous avez possibilité d'avoir ça. Et vous avez un filtre temps, un filtre temps dans l'indicateur lui-même, avec start time, end time, donc entre 0 et 23h59, qui vous permet par exemple de ne trader que le matin, ou que l'après-midi, ou que au moment des stats et de l'ouverture US. Ça, ce sont les trois timings différents qui peuvent être intéressants. Donc voilà, là ce sont donc l'explication des paramètres. Ça, vous pourrez le retrouver dans le PDF. Voilà. Donc ça, c'est une petite dia qui vous montre un petit peu ce qu'il y a comme possibilité autre que la cassure haussière. La cassure haussière, vous l'avez ici. Là, c'est la cassure baissière, donc son opposé. Là, vous avez les tracés automatiques de triangle avec le stop éventuellement intégré, aligné ou pas, ou décalé par rapport à la base du triangle. On trouve ici. Donc ça veut dire cassure haussière, mais avec une possibilité de tracer derrière, entre deux bas, un triangle en fait. Et puis là, vous avez les biseaux baissiers avec cassure, biseaux haussiers avec cassure. Donc tout ça est possible. Il est possible de trader tout ça quasiment en automatique. Là et là, un biseau également. Un triangle, pardon, un triangle. Un triangle, mais cette fois short. Là, c'est un triangle long. Là, c'est un triangle short, donc qui vous permet de prendre les mouvements qui sont ici. Alors, les signaux à base de cassure sont très intéressants, surtout quand ils sont programmés, parce qu'ils autorisent la vérification de la validité des méthodes, des setups ou des systèmes. Par contre, il peut y avoir des réglages différents, légèrement différents, suivant le type de marché, c'est-à-dire le support, ou même suivant l'unité de temps. Donc, il faut vraiment essayer d'être relativement pointu dans le réglage des cassures.
là, pour l'instant, ce qu'on a vu, la cassure haussière, il n'y a aucun réglage. C'est-à-dire qu'on met l'indicateur et on voit. Et il y a toutes les cassures qui apparaissent. Hein. Donc là, vous n'avez pas à vous soucier du réglage. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, donc vous regarderez dans le PowerPoint les paramètres et à quoi ça correspond. Donc voilà ce qu'on peut faire éventuellement comme système de trading quasi automatique. Donc là, ici, il s'agit du 5 minutes. On intervient sur la journée de 10h30 à 17h30, mais on invite la période 13h30, 14h30. Et là, donc, on va aller prendre les cassures haussières. Hein, c'est le seul, ici, vous le voyez, le bullish breakout, donc les cassures haussières, c'est le seul indicateur, c'est lui le déclencheur. Ce sera filtré avec le Mogalef Trend Filter et on a un stop à 35 points sur le long, apparemment, et un time stop, c'est-à-dire qu'on sort au bout de 23 bougies. Pardon. Désolé, mais bon, le temps étant ce qu'il est. Ce que vous avez ici en courbe, c'est la courbe de gain, en fait. Donc les tests ici sont faits sur 4 ans, 5 ans, 4 ans. Sur 4 ans, donc voilà sur 4 ans, en fait, ce que ça a donné au niveau de courbe de gain. Vous avez quand même des périodes où ça ne fonctionne pas. Hein. Attention, où ça fonctionne mal, disons-nous. Mais globalement, on a une augmentation de notre capital relativement régulière avec un trade moyen, c'est-à-dire ce que vous gagnez en moyenne à chaque fois que vous rentrez de 68 €. Ici, une autre façon, là maintenant c'est sur du 5 minutes toujours, mais entre 9h et 13h30, avec les réglages qui vous sont indiqués ici, hein, donc vous pourrez les reproduire exactement. Avec ces réglages-là, vous avez une courbe de gain, vous voyez aussi, qui est relativement régulière, qui est assez intéressante et même plus intéressante puisque le trade moyen, c'est-à-dire ce que vous gagnez en moyenne quand vous rentrez sur le marché, est égal à 180 €. Donc là, c'est plus intéressant que ce qu'on a vu précédemment puisque le trade moyen est plus élevé. On peut également faire des systèmes sur des unités de temps carrément plus grandes, comme le 30 minutes. Alors, il est intéressant, par exemple, de traiter la période 14h45, 16h45, c'est-à-dire l'ouverture US et juste avant l'ouverture et juste après l'ouverture. Et là, on obtient, vous voyez, des trades de ce type. Là, je vais vous montrer celui-là puisqu'il est correct. Donc ici, une cassure haussière. Là, le signal, donc on rentre sur le marché ici. Ça, c'est un stop particulier. Vous pouvez utiliser d'autres types de stops. Hein. Mais là, celui-là, c'est ce qu'on appelle, il est disponible dans le pack Mogalef. C'est le stop intelligent. Un stop qu'on peut régler pour qu'intelligemment, il se rapproche des cours ou ne se rapproche pas des cours. Donc, l'entrée est ici. Et vous voyez, si on attend les 23 bougies, on sort à ce niveau-là. Donc, la courbe de gain est passée de 130 172, on est parti à 100 000, donc 30 172, je pense, à 31 600. Donc un gain quand même assez intéressant sur un seul trade. Plus vous allez vers des unités longues, plus vous aurez des gains intéressants par trade en moyenne. Il faut bien comprendre ça. Donc 30 minutes de 14h45 à 16h45, voilà. Alors il faut voir que, étant donné qu'on est sur les 30 minutes, il y a relativement peu de trades. Si vous voulez, les cassures en demi-heure entre 14h45 et 16h45, vous voyez, sur 2021 jusqu'au 7 septembre, on en a eu 12. Sur ces 12 cassures, on a 8 gagnants, 4 perdants, et on gagne en moyenne 590 € à chaque fois qu'on rentre. Hein, c'est-à-dire que gains et pertes confondus. Là, vous avez de nouveau tout ce qu'il faut pour reproduire ici, c'est-à-dire tous les indicateurs qui sont utilisés, un profit target à 5 ATR, vous voyez 5 mais ATR ici, Minimal Bracket ATR, c'est pas 5 points, c'est 5 ATR. Donc un profit target à 5 ATR, 5 volatilités si vous préférez, un stop intelligent pour avoir un stop tout simplement, et puis un stop qui se déplace en ne s'approchant pas trop des cours, sauf si les cours commencent à vasouiller de façon inquiétante, un time stock à 25 bougies,
On ne traite pas le mercredi, on ne traite que le lundi, mardi. Ça, c'est pareil, c'est un indicateur Mogalef, mais bon, vous pouvez le faire en manuel. On ne traite que le lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est tout. Et le bullish breakout, bien sûr, réglé, envoyé entre 14h45 et 16h45. Donc voilà ce que ça donne sur cette fois une dizaine d'années. Donc on est bien parti à zéro. Donc en moyenne, vous gagnez 685 € à chaque trade. Le pourcentage de réussite est proche des 62%. Et quand vous gagnez 59% plus en moyenne que quand vous perdez. Donc c'est vraiment un système ici qui est relativement stable. Et plus on va vers les unités de temps fortes, plus les systèmes sont stables en fait. On peut arriver à monter des systèmes plus stables sur les unités de temps fortes. Vous avez pareil tous les paramètres qui sont ici, donc vous pourrez le reproduire. Vous pourrez, alors, en remplaçant, si vous n'avez pas le pack Mogalef, vous remplacez le stop intelligent par un stop suiveur sur X bougies. Là, c'est ce qui vous donnera encore les mêmes, enfin, pas les mêmes résultats, un peu moins bons, mais des résultats approchants. Et bon, manuellement, cette fois, et non pas automatiquement, vous ne traitez pas le mercredi. Tradez pas le mercredi. Voilà, alors ça c'est la pub. Donc vous pouvez obtenir 3 mois d'accès gratuit à tous les outils Mogalef quand vous ouvrez un compte. Il suffit de dire que vous ouvrez un compte de ma part, enfin, sur ma recommandation. Hop, donc, et vous avez accès à l'ensemble de ces indicateurs et vous avez une possibilité, du coup, j'ai pas eu le temps de passer sur la nano en direct, hein, mais une possibilité donc de récupérer l'écran, bougez pas, trader, je vais trouver, voilà. Ah, c'est gros ça. C'est pas très beau, excusez-moi. Parce que ça s'est pas mis comme il faut. Bon, tant pis. Donc vous avez sur le site Mogalef Trading, vous tapez Mogalef Trading, vous tombez tout de suite dessus, il n'y a pas de problème. Vous avez un menu Home ici, et dans ce menu Home, vous avez les conférences 2021. Donc vous cliquez sur, je vais remettre sur le site. Alors il est en anglais, mais vous pouvez toujours avoir les pages en français, hein, la traduction en français. Donc vous allez sur conférence WHS 21, s'il veut bien, voilà. Et là-dedans, vous trouvez le PowerPoint ici, Scalping et cassure haussière, une conférence que donc j'avais donnée le 23 septembre à Paris, mais tout le monde n'habite pas Paris. Et vous avez accès au PDF de la conférence là. Donc vous cliquez dessus et le PDF de la conférence sera téléchargé, vous pourrez l'utiliser et le détailler de nouveau. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça a été et on va passer aux questions pour rentrer dans les temps. Alain ? Alors oui, je suis toujours là. Donc, alors les questions. Donc, alors j'en ai pas d'autres. Selon vous, quelle est l'UT optimale pour votre indicateur? Si. Quel indicateur, j'espère. La cassure peut-être, sûrement. Alors, c'est 18h24. La question, c'est très récent, donc. Très récent. Si vous voulez trader en manuel sur du type scalping, il est intéressant là de descendre sur le 1 minute, éventuellement 5 minutes. Hein. Par contre, si vous voulez faire des systèmes de trading automatique qui sont viables, il vaut mieux aller chercher des unités de temps à partir du 15 minutes. Hein. 15-30 minutes, éventuellement 5 minutes, mais c'est plus difficile à mettre en place. Et ce qui est très facile par contre, c'est d'utiliser le 5 minutes, le 15 ou le 30 minutes, pardon. Éventuellement même l'horaire. Hein, mais plus on va dans les unités de temps fortes, moins on a de signaux, bien sûr. D'accord, merci Eric. Ben, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Je laisse encore quelques fractions de secondes pour poser quelques questions s'il y avait besoin.
Sinon, je vous indique effectivement que, alors je vais arrêter l'enregistrement maintenant, mais que cette conférence sera bien sûr, ce webinaire sera transcrit en vidéo et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà, maintenant j'interromps la partie enregistrée.